Salut à tous, c'est Axter, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo critique photo épisode 2. On entre tout de suite dans le sujet. Hein, on va pas faire comme la première et divaguer un peu dans tous les sens, surtout que c'était voilà la première, pour expliquer un peu le tout. Mais là on va rentrer dans le vif du sujet en commençant tout de suite par cette photo, nommée projet 365-37.jpg. Alors bon, je pense honnêtement que c'est la personne qui a fait la photo qui a pas pris le temps de la renommer. Que c'était pas volontaire si vous voulez, puisque ça a un peu rien à voir avec l'image, en l'occurrence. By donc Angie Allen, pris avec un Nikon D610. Première fois que je vois le 6D610 à l'action. Alors une photo que je crois qui avait été sélectionnée dans l'Explorer. Cette fois, je ne m'en cache pas. Mais je ne prends pas toutes mes photos de l'Explorer quand même, hein, ce serait un peu trop facile. Donc une photo de chien. Plus exactement de chiot. Alors voilà, les personnes qui ont des chiens ont peut-être avoir un peu plus un ressenti différent par rapport à ces images, ou alors qui ont eu éventuellement des chiots, justement. Ou encore mieux, qui ont mis à bas des chiots. Parce que, voilà, le sujet principal c'est un chiot, c'est pas autre chose, il n'y a pas de vocation vraiment artistique, etc. Donc du coup, ça nous fait ressentir une émotion plus que le fait que ce soit un chien mignon. Voilà. Une profondeur de champ bien équilibrée, parce qu'on peut observer ici du flou, qui va pas donc nous distraire. Voilà, du flou à partir de là, et aussi un peu de flou autour de notre chien, et jusqu'ici. Donc on a vraiment une zone de netteté intéressante. Une zone de netteté bien centrée sur l'œil, vous voyez. Donc bon portrait, hein, ça ferait un bon portrait d'humain aussi. On voit pas trop l'appareil photo, peut-être qu'on discerne ici un peu que c'est un appareil photo, là je sais pas trop. Mais sinon c'est pas mal. Voilà, alors quelques trucs, on aurait pu enlever peut-être des poussières sur le capteur, etc. Je sais pas s'il a fait un traitement très poussé pour enlever le bruit, parce que c'est en intérieur tout de même. Il a fait une petite signature, voilà. Alors bon, la signature par contre, la signature là c'est plus une signature qui se vaut un peu plus artistique je dirais, parce que les signatures où il y a l'adresse du site, ou alors la signature tout simplement avec le nom, par exemple Jean-Luc Photographie, bah là, on comprend clairement qu'il y avait la photo. Quand c'est un petit gribouillis comme ça, c'est pas un gribouillis, hein, je dis pas ça, mais c'est une signature. Quand c'est une signature comme ça, on sait pas qui c'est qui l'a fait. Hein, donc du coup, bon, la signature perd un peu ton intérêt. Là c'est surtout pour se sentir mieux sur la photo, quoi. Dire voilà, c'est moi qui l'ai fait, j'ai mis mon petit truc. Quand vous imprimez des tirages et que vous signez en bas à droite par exemple, éventuellement vous faisiez ça. Mais quand on la met sur internet, ce genre de choses n'est pas très. Voilà, si vous voulez, la signature aujourd'hui, ça sert à peu rien, parce que là je peux l'enlever en une minute top chrono, même moins, en 5 secondes, mais je veux dire, ça sert surtout à savoir qui l'a fait. Quand vous retrouvez une image qui n'est pas nommée comme je la nomme là, hein, parce que je les nomme pas tous comme ça, faut pas rêver, généralement c'est des chiffres et des lettres, hein, quand je sélectionne des photos que j'aime bien, eh bien. Il faut savoir qui l'a fait, quoi. Quand il y a écrit Jean-Luc Photographie, ah bah on tape ça dans Google, on retrouve tout de suite son site, etc. Là, on peut pas refaire le ni, hein, vous comprenez bien. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ça donne un petit effet. Au départ, j'avais voulu une signature comme ça pour les photos avant de changer d'avis et de mettre tout simplement Axter. Après, niveau signification, on voit qu'il vient d'une sorte de couloir. On voit déjà qu'on est à l'échelle, à la hauteur du chien. Donc on voit un peu comment ce petit chiot voit le monde, comment il peut l'observer, comment il est petit finalement, et comment la profondeur de champ l'écrase. Vraiment, on a l'impression de pression sur ce chien. Et à l'arrière, on a du noir. On a une grosse masse sombre là, qui veut dire que ça c'est peut-être le passé, c'est sa naissance, etc. C'est ce qui s'est passé, que maintenant il s'ouvre vers le monde, vers vraiment le monde, la lumière, sûrement une baie vitrée ou le dehors, etc. Et vous voyez que c'est bien d'introduire une notion d'échelle comme ça quand on a des sujets qui sont particuliers par leur taille, qui se différencient, etc. par leur taille, par leur attribut physique, etc. Par exemple, là, on a la dalle, là. Vous voyez, la dalle? Et bien, la dalle est, par rapport, le chien fait la taille d'une dalle. Donc maintenant, vous pouvez imaginer à quoi. Imaginons qu'on n'ait pas de repère, c'est ce qu'ils utilisent en effets spéciaux pour, par exemple, quand on a des maquettes avec des petits bonhommes ou des monstres, eh ben, on ne voit, si ils nous enlèvent tout repère, et on utilise ça dans Star Wars, avec des vaisseaux là qui survolaient les tonneaux. Si on nous enlève tout repère, on sait pas qu'en fait le vaisseau est ridiculement petit, il fait la taille d'une main. Hein, j'exagère peut-être un peu, je caricature, mais voilà. Après que dire sur cette photo, bon, on a peut-être un peu de lumière cramée, mais pourquoi pas, ça représente, ici, on a une jonction avec l'œil, voilà, ici, pourquoi pas, ça représente une sorte de paradis, voilà, le chien s'éveille à la vie, etc. Pourquoi pas, en tout cas, moi, ça m'a touché, c'est intéressant. Photo suivante. Rosewater Than Heather, by Andreas Jeza. Encore. Et oui, on retrouve encore cette personne. Un Canon EOS Rebelle P4i,
équivalent du 600D il me semble, je n'ai pas vérifié depuis. Assez intéressante. Alors, un poil sous-exposé. Sous-exposé, une nouvelle notion, très simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de lumière. Voilà, en tout cas à mon goût. Attention au calibrage de votre écran, je voulais vous en parler la dernière fois justement. Important, si vous faites de la photo ou même des images, que vous ayez un infographiste, etc., il faut absolument calibrer son écran. Il faut faire veiller déjà à la qualité de l'écran du départ, avoir une bonne dalle avec un bon gamut et des bonnes couleurs, mais il faut aussi calibrer son écran, c'est important, parce que tout le potentiel de notre écran n'est sûrement pas, il faut sûrement pas le laisser au réglage d'usine. Premièrement, les écrans sont réglés trop lumineux. Je m'explique, quand vous allez en grande surface, il y a plein de lumière parasite, de lampes, d'étalage, de trucs lumineux. Pour attirer l'œil du spectateur, l'œil de l'acheteur, les écrans de télé, les écrans d'ordi sont boostés à fond, la luminosité est boostée à fond. Pourquoi? Parce que l'œil est attiré par ce qui est plus lumineux, alors que déjà, on est déjà dans un environnement surexposé dans ces grandes surfaces. Du coup, ben, on attend quelque chose, c'est que l'écran soit vachement lumineux, et ça fait péter les couleurs, le contraste et tout, ils boostent tout à fond. Non, quoi. Surtout, ils font booster la saturation souvent. Enfin, c'est mauvais, c'est mauvais. Du coup, quand vous l'achetez en réglage d'usine, bon, voilà. En plus, généralement, dans notre civilisation, le blanc, et ce qui est symbole de pureté, c'est souvent un blanc bleuté, en tout cas en France. Voilà, symbole de pureté, le bon blanc, c'est le blanc qui est un peu bleuté, pardon, style Vanish ou vous savez, quand il y a les pubs pour les vêtements blancs, pour la lessive et tout, c'est souvent un bleu qui est légèrement bleuté. Je sais pas si vous avez remarqué. Du coup, tous les écrans sont calibrés plutôt vers le blanc bleuté parce que généralement les écrans sont faits pour la bureautique. En tout cas, si vous achetez un écran de bureautique, hein, pas un écran de gratis à 2000 €, vous allez voir que les écrans sont plutôt vers le bleu puisqu'on travaille sur OpenOffice, Word, etc. et qu'on veut donc une simulation de feuilles blanches et plutôt du bleu. Et si au contraire votre écran est un peu jaunissant, qui est par contre la bonne couleur, là les gens vont être un peu réticents à acheter. Donc d'abord acheter, puis après qualité, hein, c'est ça dans la tête des gens. Mais il faut savoir que ça s'appelle donc la balance des blancs, qu'on retrouve aussi sur notre appareil photo, qui s'exprime en Kelvin. On a des Kelvin de 2000 à environ 12 000 Kelvin. Plus on augmente les Kelvin, plus on a une couleur bleutée. Et généralement, les écrans peuvent avoir 10 000, 9 000, 8 000, 7 000 Kelvin aux sorties d'usine. Du coup, on a une image toujours bleue. Alors, on est habitué, mais c'est pas la bonne couleur en fait. Parce que quand vous allez avoir votre photo que vous avez étalonnée pendant des heures, étalonnée, c'est-à-dire régler les couleurs et tous les contrastes, et que vous allez l'envoyer à l'imprimeur et que la couleur va être totalement différente, ou les couleurs moins pétantes, pas chaudes du tout, etc., et bien vous allez vous demander pourquoi. C'est parce que vous, sur votre écran, vous voyez bleu, vous avez mis plus de jaune, mais en fait, en vrai, votre photo est plus jaune, du coup, quand vous l'imprimez, elle est plus jaune. Voilà, ça, c'est pour vraiment résumer le tout, hein, rapidement, mais voilà. Du coup, l'étalonnage est vraiment important pour régler la luminosité. Moi, je sais, j'ai réduit de 70% la luminosité de mon écran. En plus, je me pétais les yeux. Donc, vraiment, un bon conseil, faites au moins un test sur Internet, vous tapez étalonnage écran en ligne, et puis si vous avez les moyens, achetez une sonde. Alors moi j'ai utilisé une Spider 4 Pro, un truc comme ça, qui permet d'étalonner les. Je sais pas s'il y a d'étalonner les projecteurs, mais ça étalonne les iPhones, les iPads, plusieurs ordi. Si vous avez deux écrans, vous pouvez les étalonner. Et en fait, ça va créer un profil qu'on nomme ICC. Et ce profil ICC va enregistrer les déviances éventuelles de votre écran et va les appliquer en direct. Par exemple, quand vous retouchez une image dans Photoshop, etc. Pour que quand vous l'imprimez, ça apparaisse exactement pareil que vous aviez sur l'écran. N'oubliez pas aussi de surex un tout petit poil, de mettre un peu plus de luminosité, par exemple avec une courbe, avant d'imprimer, parce que ne pas oublier qu'un écran c'est une dalle rétroéclairée et qu'il y a de la lumière qui provient de l'écran, et que sur un papier il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampe derrière, il n'y a pas d'ampoule. Voilà, donc c'était la petite parenthèse pour bien apprécier aussi les images que vous voyez sur le net, ou quand vous créez même des images 3D, hein, ça reste des couleurs, etc., des valeurs RGB, pardon, pour les français quand même. Voilà, donc voilà, je te la trouve poil sous-exposé, mais c'est pas en critiquant, parce que je trouve finalement que ça donne un petit effet assez original, je sais pas s'il l'a fait exprès. Voilà, donc c'est une macro, on est assez rapproché d'une sorte de rose, voilà, une rose qui est, bon, elle est un peu fanée, mais c'est pas mal finalement, puisqu'on a un côté vers le haut qui est fané ici, voilà, et là le côté qui a l'air jeune, etc., où la lumière est un peu plus dirigée, là on est un peu plus dans le sombre. Donc pourquoi pas, ça représente le vieux, le passé, ça, le renouveau avec l'eau, etc. Bien qu'il y ait de l'eau aussi, peut-être il aurait pu passer pour faire complètement la démarche. Là, un petit flair qui me plaît pas trop, mais bon, et puis le dégradé peut-être, qui est un peu... Peut-être, ça, je pense que surtout que c'est dû à la compression. Vous voyez, ces lignes dures à brutes comme ça.
Je sais pas s'il y avait des ISO, peut-être s'il a enlevé l'ISO, mais il y a une bonne zone de netteté. En tout cas, la mise au point est assez bien faite. Peut-être qu'il manque un peu, peut-être qu'avec un petit filtre, ça aurait... Ah, mais peut-être que la mise au point est faite ici. Oui, je pense que la mise au point est un peu plus faite ici. Voilà, très belle image, très belle tonalité, du rose et du bleu. Du rose et du bleu, est-ce que c'est complémentaire? Oh, voilà, vous voyez, magenta et vert. Tout ça, c'est complémentaire. C'est pas des trucs forcément qu'on voit au premier regard, mais qui inconsciemment agissent sur notre système nerveux et qui va rendre la photo plus agréable. On ferme. Alors, oula, Woman Heart Dangerous by Lou Noble. Encore lui. Oh là là. On a tellement de chance d'avoir Lou Noble avec nous. Ah, j'ai pas vu les exifs. Canon EOS 5D. Mark 1. Encore, je pense. Cette photo parle d'elle-même. Cette photo, enfin, de toute façon, une photo vaut 1000 mots. Je sais plus qui le disait, ça. Ça ferait une bonne citation. Maintenant, je l'ai dit, c'est trop tard. J'avais prévu une autre citation pour cet épisode, donc bon. Mais une image vaut 1000 mots, voilà. Bon, une profondeur de champ faible, c'est un portrait. Pas de déformation, souvent à 50 ou à 80 mm, puisqu'il est sur full frame, à 5D. On voit par contre que c'est dommage ça, que ça soit flou. Peut-être que c'est pour renforcer le regard un peu vers le centre du visage. Les yeux dans la pénombre, peut-être y aller jusqu'au bout, mais il n'a pas voulu faire un truc d'horreur non plus, donc du coup il a laissé les yeux avec un peu de blanc. Un beau maquillage, mais qui fait un peu fake. Enfin, je parle du sang là. C'est un peu fake, mais c'est pas mal quand même, hein, c'est marrant, c'est peut-être pas le but de faire ultra réaliste. Une sorte de chapeau en fourrure avec des cheveux comme ça, couleur braise. Intéressant, voilà, ça fait un peu regard perfide, Dangerous Woman, quoi. Avec la chemise là, typique des Canadiens, là, des bûcherons canadiens là, qui vous attendent dans les bois. Enfin voilà, après chacun voit le truc comme il veut, mais moi je vois ça comme ça. Pour arrière-plan, peut-être qu'il aurait pu virer l'arbre. Voilà, cet arbre ici, bof. Bof, voilà. Mais sinon, très bien. Peut-être un poil sous-ex, mais ça fait volontaire, je pense, puisqu'on a quand même des noirs bouchés ici, je sais pas. Voilà. Voilà pour cette photo. Après, on a Tayla Indy. Donc ça, c'est par contre le nom de la modèle qui est présente ici. Quoi, je sais pas si c'est la modèle, mais c'est la personne qui est ici. By Sarah Kiesling, on la retrouve encore. Canon 5D Mark II. On a un peu plus d'infos cette fois. 85 mm, ben, c'est comme la photo que j'avais montré dans l'épisode 1, c'est à peu près les mêmes paramètres, c'est les mêmes paramètres d'ailleurs. 5D Mark II, 85 mm. C'est pas du portrait, mais c'est pas mal quand même ici, parce qu'on a une sorte de compression des plans, avec f1.8. Alors f1.8, pour un plan comme ça, où il y a tout le corps, pourtant j'ai l'impression que tout est net. Bon, les couleurs... Alors moi, ça c'est un avis personnel, les couleurs vertes comme ça, j'ai jamais vraiment aimé. Je sais pas pourquoi, j'ai tendance soit à sursaturer ce genre de couleurs vertes, ce qui fait moche, hein, on va pas se le cacher, mais je préfère ça au vert fade. Honnêtement, quand il y a un environnement qui a une majorité verte, j'essaye de changer la tonalité de couleur, ou de mettre un dégradé, ou moins attirer l'attention. Parce que j'ai quand même eu beaucoup d'attention dans cette image et mon attention a beaucoup été captée par cette zone là verte, là, vert jaune un peu. J'aime pas trop ces couleurs, mais ça c'est un avis personnel. La profondeur de champ pas mal, oui bon, je pense que ça n'a pas été fait volontairement de virer ça. Il aurait peut-être pu gommer quelques endroits ici quand on zoome. Moi aussi j'ai tendance à beaucoup zoomer, hein. Là, attendez, on est à combien là? On est à 53%. Je sais pas si ça marche exactement comme ça, mais... Enfin là, je zoome énormément sur l'image. Hein. Normalement, on la regarde, on est comme ça. On voit pas forcément qu'il y a un petit truc blanc. Mais moi, je l'ai vu tout de suite, parce que j'ai l'habitude quand je retouche, mais... Bon, vous l'avez pas forcément vu. Là aussi, pareil, il y a un petit truc devant, mais voilà, ça fait peut-être un peu naturel. Après, le reflet des glaces... le reflet des glaces, sunglass. Je parle anglais maintenant. Le reflet des lunettes. Faire attention au reflet. Faire attention au reflet, surtout que là, il y a une bagnole. La bagnole, je vois pas trop, ça participe à la texture du reflet, pourquoi pas, mais bon, quand on est dans un environnement comme ça naturel, évitez d'avoir une bagnole et une ville en face. Mais alors ça, c'est compliqué, les reflets, hein. En plus, c'est le dernier truc auquel on pense quand on prend la photo, etc. Donc bon, le reflet, c'est pas forcément le truc qu'il faut se concentrer au prime abord, mais peut-être qu'on pourrait le modifier dans Photoshop, mais je sais pas si ça aurait donné un beau rendu, finalement. Voilà, après, il y a quelques cheveux par-ci par-là, mais sinon rien de spécial. J'aime beaucoup cet habit. Voilà, je suis pas styliste, mais loin de là. Mais j'aime beaucoup cet habit. J'aime beaucoup ces talons en paille là, parce que vous voyez, c'est des trucs vraiment... il faut regarder la photo longtemps pour la comprendre. Hein.
D'ailleurs, de toute façon, la citation du jour va être largement en rapport avec ce que je suis en train de dire. Mais voilà, alors après, moi, vous voyez, j'aurais modifié ça. Enfin, là, vous ne le voyez pas, je l'ai caché. Modifier ce petit truc, modifier ça. Mais moi, ça, c'est mon côté perfectionniste. Et il faut finalement laisser un peu de texture, du naturel, etc. Mais j'aime beaucoup ici, on a une... Si on faisait une palette de couleurs, une couleur indexée, on verrait que cette couleur-là, c'est la même carrément que ça. Je sais pas si c'est volontaire, mais ça donne un effet assez cool. Et là, pareil, sur le pull, on a du vert foncé. On a du vert foncé qui va se retrouver ici, les petites nuances. Et avec après les différentes niveaux de luminosité, donc qui va rendre la couleur plus claire ou plus foncée. Voilà, c'est comme ça que ça marche dans les couleurs informatiques, parce que toute couleur est traduite en valeur RGB. Voilà, j'avais pas grand chose de plus à dire que ça. Voilà, après il faut prendre le temps de regarder, etc. J'aime beaucoup. Image suivante. Oskantinka. Voilà, c'est pas du français, hein, vous l'aurez remarqué, by Janet. Janet, très bon photographe aussi. Nikon D800. Alors là, c'est une image à regarder sur fond noir, hein, en effet. Alors, dans la description de cette photo, il explique que ça lui fait penser, lui, à... vous savez, dans l'Arizona, les genres de montagnes qu'on voit dans les westerns, etc. Mais c'est vrai. Alors, en orange, c'est pas du tout la même tonalité, mais pourquoi pas. Alors, donc ça, c'est... Voilà, vous l'aurez compris, c'est une sorte de début de branche sur un tronc d'arbre, qui a sûrement été fait en studio, parce qu'avec le fond noir et surtout cet éclairage particulier, c'est pas un éclairage naturel, j'ai pas trop l'impression. Avec deux sources de lumière principales, une ici et une là. Que dire de plus? Peut-être j'aurais viré cette partie-là qui n'apporte rien de plus. Mais voilà, vraiment une nature morte, mais fait proprement. Et là, bon, c'est la macro, c'est dur, mais j'aurais vraiment mis une zone de netteté partout, pas de profondeur de champ, quoi. Et bon, ça, c'est aussi, on dépend aussi des fois de la technique. Vous voyez, encore une fois, on se rejoint sur cette thématique, on dépend quand même de la technique, du matériel qu'on a. Voilà. On va pouvoir donner des effets avec un réflexe qu'on n'a pas avec un compact, hein, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes dire bon voilà c'est pas la vraie photo qui fait le photographe, je suis d'accord, mais il y a quand même certaines photos qu'on pourra pas faire. J'ai lu aussi un article intéressant sur des photos qui avaient été réalisées à l'iPhone. Des photos de modèles mais c'était dans un studio, c'est-à-dire que le gars disait qu'il y avait rien, il avait juste un iPhone 3, hein, pour dire la faible qualité du capteur de l'appareil photo de l'iPhone, de cet iPhone-là en tout cas. Mais il voulait démontrer qu'on pouvait faire n'importe quelle photo. Oui, mais le gars avait quand même un studio gigantesque avec 10 Octobox. C'est des boîtes à lumière à l'unité ça coûte 200 euros. Donc voilà, ok, il n'y a pas de matériel, mais il y a quand même du matériel. Et il a fait de la post-prod. Hein. Il l'a pas démenti, hein, mais il a fait de la post-prod. Donc du coup, bon, au final, la post-prod aussi peut nous permettre, dans certains cas, par exemple, quand on fait du HDR, d'étendre la plage dynamique. Voilà. De faire du stacking dans la profondeur de champ. Plein de choses qu'on pourrait pas forcément avoir. Voilà, donc une image, voilà. Je sais pas trop comment expliquer. Bon, on a une noir bouché, mais c'est volontaire. Quoique, on a quand même un beau dégradé, vous voyez, c'est pas totalement noir ici. Là, j'aurais viré peut-être ici, mais voilà, c'est très beau. Je vous conseille d'aller voir toutes ces photos à Janet. Très, très bon photographe. Enfin, Hatfield, je sais pas ce que ça veut dire. By Mark Walton 1. Le 1 est important, peut-être, je sais pas. Alors, c'est spécial, hein, en noir et blanc. Là, c'est pas la qualité qu'on va s'intéresser au niveau des pixels, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je vois tout de suite qu'il n'y a pas beaucoup de densité de pixels. C'est plus une photo, je pense, qui a été retouchée ou flouée au départ. Mais je me demande vraiment comment ces squelettes tiennent. Je sais pas si c'est un truc, une curiosité qu'il a vu sur le bord de la route, ou alors si c'est vraiment avec des pics qu'il a fait tout le montage, etc., qu'il a viré après en post-prod. Là, on voit un drapeau, je sais pas du tout ce qu'il représente, un signe mathématique, ou je sais pas, un symbole de sexe, ou je sais pas. Bon, j'ai pris la photo pour le caractère hilarant. Alors, il fallait pas qu'elle soit en couleur, parce que vraiment, en couleur, avec du vert horrible, ça aurait totalement contrasté avec l'aspect de la mort et tout. Donc, très bien noir et blanc qui est contrasté comme il faut, puisqu'on a du bon blanc cramé et du bon noir cramé, mais en noir et blanc, ça passe. Hein. C'est l'avantage, quand on a trop cramé ou une mauvaise lumière, on passe en noir et blanc. Voilà. Bon, des bonhommes, des sortes de bonhommes de mort, là, de squelettes qui font une sorte de danse, mais qui ont l'air joyeux. Hein. C'est important de préciser. Alors, j'aurais viré peut-être quelques éléments qui me gênent. Alors, comme ici, des taches noires, ce bâton-là qui ne sert à rien, voilà, ici aussi peut-être.
Voilà, moi tout de suite, j'arrive à repérer. Et puis ce drapeau, s'il a une signification, sinon le virer, quoi. Parce qu'il apporte rien à l'image, et il apporte plutôt du doute et du mystère, quoi. Voilà, il y a certains éléments, peut-être ici, maintenant je regarde. Vous voyez, je regarde quelques minutes la photo, je vois, je zoome peut-être, je dézoome, et j'analyse un peu comme ça, et je comprends ce qui va, ce qui va pas. Voilà, mais sinon la photo est techniquement est normale, quoi, hein, c'est sans plus, mais l'idée est intéressante, en tout cas si c'est lui qui a fait tout le montage, et même s'il a vu une curiosité, c'est intéressant de l'immortaliser. Voilà. Dziura by Gozia Janik. À nouveau, mais Gozia Janik est bon aussi. Très bon. Par contre, il nous laisse des petites photos avec des faibles résolutions. On voit tout de suite dans la compression des pixels. Alors, excusez-moi, mais pas trop eu le choix. Je sais pas trop ce que ça représente en fait, parce que j'ai rien compris au titre. Hein, je sais pas si vous avez compris, écrivez-le dans les commentaires si vous avez compris. Hein. Je vais un peu participer le public. Mais voilà. Déjà, on va avoir une pause artistique. Voilà, on voit une pause maîtrisée, on voit une pause qui a été préparée, travaillée, parce qu'on a une courbure du poignet ici, une courbe, bon, c'est efféminé vu que le modèle est d'une femme, j'ai l'impression, mais très très bien réalisé, une netteté bien, voilà, peut-être un peu flou sur les mains ici, peut-être volontaire, je ne sais pas. Mais et puis c'est bien de laisser l'arrière-plan flou et surtout que le doigt cache l'œil, puisque sans les yeux finalement, et que là c'est sur le chapeau, là j'aime beaucoup les chapeaux comme ça, que l'œil cache, puisque en fait du coup ça peut être n'importe qui. Voilà, ce genre de photo, c'est le genre de photo où ça peut être n'importe qui. J'aime pas les photos qui s'arrêtent là, quoi. Photos qui s'arrêtent là et qui vous montrent que ça, parce que du coup on voit pas la tête. Bon, ça peut être n'importe qui, mais bon, on perd un peu de l'intérêt. Tandis que là, c'est fait de manière subtile. Je préfère largement, en tout cas, pour ma part, quand c'est fait de manière subtile. Après, on a un dégradé violet. En fait, je pense qu'il a mis d'abord en noir et blanc, qu'il a travaillé sa couleur, après en sépia, et qu'il a rajouté du dégradé violet. On voit des violets un peu bouchés ici. Mais oui, je pense. Peut-être qu'il avait pas une super couleur. Une couleur, oui, et pas forcément une bonne lumière non plus. Mais là, la lumière est très bien rendue. Je sais pas comment il a fait, mais je trouve ça très bien, là, les reflets, etc. Bon, par contre, là, ça fait un peu effet côte de maille. J'ai envie de dire, là, il aurait dû enlever les petits défauts. Ici, alors je sais pas si c'est dû à la compression du pixel, mais ça m'étonnerait que ce soit dû à la compression du JPEG. Hein. Mais ça, à bannir. En tout cas pour ma part, hein, à bannir. Alors peut-être que c'était dur de recréer le pli. Peut-être que ça fait partie d'une série, qu'il y a des vêtements abîmés dedans, mais à bannir pour moi. À bannir parce qu'un trou comme ça attire trop l'attention et ça sert à rien parce que ça fait effet côte de maille. Et vu que son chapeau ressemble à un casque, on peut penser que c'est un soldat. Enfin, ça va être du Moyen-Âge bien sûr, mais voilà, à bannir pour ma part. Mais sinon, très bonne photo, tout de même. Ça fait un petit effet en plus à Instagram, alors je suis pas forcément fan des trucs Crétrica machin qui boostent le violet là, comme ça. C'est qu'il y en a, c'est vraiment poussé à l'extrême, c'est assez horrible, mais lui, ça se voit qu'il maîtrise la post-production parce que les lumières sont très bien gérées. Voilà, image suivante, drop, portrait avec une suite de chiffres. Voilà, vous aurez compris, 1 sur 6. 1 au 6, pardon. Donc une série de photos déviées qu'il a fait. J'ai choisi celle-là pour vous la montrer. By Andreas Cesa. Canon OS 6D. Alors, on s'y attaque. Alors c'est une sorte de... Bon, c'est un robinet, voilà, qui a été éclairé par une He-Hair Light Source. Donc en gros, une lumière infrarouge, hein, qui explique ses dominantes de couleurs. Il a pas mis une vitesse trop élevée, c'est bien, parce que si ça avait fait des grosses gouttes comme ça, boum, 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 ça aurait pas forcément été très esthétique, en tout cas, puisqu'on a un arrière-plan très épuré dans les nuances. Je pense que en plus ça a été épuré artificiellement, enfin, de façon retouchée. Parce que on voit, si on zoome fortement, hein, alors il faut zoomer fortement, alors moi je l'ai vu dès le départ, mais quand on l'a pas beaucoup fait, quand on n'a pas fait beaucoup de traitement de bruit numérique, on le voit pas forcément, mais là, on voit tout de suite que ces artefacts, il aurait dû faire un double processing, ce qui s'appelle en fait, c'est qu'on traite la photo une fois, puis on la rouvre dans le logiciel avec un autre nom, avec un autre profil, ou même on la rouvre tout simplement, ou on fait une copie virtuelle dans Lightroom, et on refait un process, donc une étape, de suppression de bruit par exemple, parce que là je pense qu'il y avait du bruit de chrominance. Le bruit de chrominance, c'est les petits carrés colorés qui apparaissent, donc ça on le vire, il n'y a pas de destruction de l'image. Par contre, le bruit de luminance, c'est-à-dire tous les points gris et noirs,
sont très durs à enlever, et avec Lightroom, il a dû pousser le curseur à fond une fois, et on a ce genre d'artefact, c'est-à-dire que Lightroom ne sait pas quoi en faire. Soit on les retouche manuellement en prenant le correcteur et en faisant ça, mais ça va être long, et en plus on aura un dégradé qui se sera cassé, c'est déjà qu'il est pas mal cassé dans les tons, hein, on dirait que c'est une image en 16 bits, mais du coup, il faudrait qu'il fasse un double processing pour enlever ces artefacts de bruit. Mais de toute façon, à 100% de l'affichage, on les voit pas trop, donc ça va. Moi, je les ai vus parce que j'ai un peu zoomé, mais si on zoome, on va quand même les voir rapidement. Après, on a une faible profondeur de champ. Je suis d'accord, on est proche, c'est dur et c'est compliqué, surtout près d'un évier avec une source de lumière, machin. Après, le reflet dans l'eau, la texture du reflet est bien gérée, c'est-à-dire que bon, on discerne pas trop qu'il y a là, on sait pas si elle photographe ou pas, c'est bien de pas se fourrer dans l'eau, ça enlève pas l'esthétisme. Puis voilà, j'ai bien aimé, une sorte de... surtout l'éclairage, voilà, hier Light Source en plus c'était un peu original, tout ce qui est infrarouge j'aime bien, je suis en train d'étudier le sujet. Ben justement, BW Study by Andrea Giesa, au 6D encore une fois. Donc BW ça veut dire, c'est la contraction de Black and White, hein, vous l'aurez compris. Pourquoi je dis ben voilà alors je viens de parler de l'infrarouge, peut-être parce que ça a un rapport, mais non en fait. En fait les rendus infrarouges généralement voilà, sont un peu bleutés comme ça, puisque tout ce qui est vert devient blanc. Mais là c'est du black and white en effet, avec un vignettage fort accentué, et peut-être en plus du flou, parce que pour que le flou soit radial comme ça, quoique là c'est un peu net, mais on vraiment se concentre, peut-être qu'il aurait dû mettre un peu plus de netteté tout de même, sans trop forcer non plus, parce qu'on aurait vu que ça aurait été un peu trop artificiel, mais un peu plus de netteté, et voilà, une ambiance assez spéciale, et il étudie, voilà, Black and White Study, il étudie le noir et blanc, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. C'est intéressant, et c'est une façon de voir la macro totalement différente, je trouve. Voilà, et puis notre dernière du jour, oula, alors là c'est un nom assez long, 70 Mr. Heroes, virgule, N Syracuse, 2009, NO1, oui je dis pas les chiffres en anglais parce que j'ai la flemme, by Jake Shivery. Alors... Alors ça c'est une image assez intéressante. J'avais vu une vidéo, je sais pas si vous avez vu que Pathé a mis récemment, Pathé c'est une société de cinéma là, a mis récemment des archives vidéo, je sais pas si c'est parce qu'ils ont plus de 50 ans qu'elles sont tombées dans le domaine public ou je ne sais pas vraiment, mais ont mis en ligne des archives vidéo, des premières images filmées, des images en noir et blanc, etc. Et justement on voit par exemple qu'il y a une séance avec des photographes comme ça. Des photographes, donc on sait jamais comment c'était avant, et là ils avaient des anciens appareils photo, comme celui-ci, qui se remontaient avec contrôleur de diaphragme manuel, enfin voilà, c'était des trucs Rolleiflex, ça fait penser à Rolex, enfin, quand on se pavanait avec ça dans la rue, c'était vraiment que c'était assez classe. Et le mec derrière est classe aussi, enfin voilà, niveau vêtements, lunettes, etc., il répond bien aux stéréotypes, mais c'est pas mal. Euh, mais sinon, alors, cette image est un peu bizarre, puisque vous remarquez sur les bords, on voit des sortes de bordures, alors je ne sais pas si ça a été, puisqu'on n'a pas les exifs, si ça a été pris avec un vieil appareil photo, et que du coup, quand il a imprimé sa solution, etc., ça a un peu débordé, ou alors qu'il a voulu recadrer, que ça s'est mal fait, ou il a voulu reconstituer, je sais pas trop, c'est peut-être un défaut, enfin bref, il a oublié un truc, mais ne mettez pas de cadre de vos photos, hein, les cadres noirs ou les cadres blancs, ou même blanc incrusté noir, etc. Quand vous imprimez, ok, vous pouvez mettre un câble, pas un câble, un cadre, mais de façon numérique, quand vous le mettez sur internet et tout, ne mettez pas de cadre, c'est juste horrible, ça attire plus l'attention qu'autre chose. Voilà, et bien, écoutez, ce numéro 2 de Critique Photo, deuxième épisode, est maintenant terminé. On va donc passer à la situation du jour, qui nous vient donc de Émile Zola. Donc, à mon avis, vous ne pouvez pas dire que vous avez vu quelque chose à fond si vous n'en avez pas pris une photographie. Voilà. Et je rajouterai un petit truc, en effet, je fais ma petite parenthèse dans la citation, et si vous ne l'avez pas dessiné, voilà, parce que quand on fait ça, on essaye en fait de se recréer mentalement des images mentales de ce qu'on fait, du sujet qu'on voit, bon, bien que quand on retouche, etc., on regarde à fond le sujet, mais en lisant, on va encore plus loin, à mon avis. Voilà, réfléchissez bien là-dessus, les gens. Salut à tous, ces textes.